je suis Nathalie Lalotte de l'association Allons dehors. Suite à la vidéo de M. Flosy sur le cadre juridique et réglementaire en matière de logement et des définitions de l'habitat dégradé et de l'habitat indigne, je vais vous proposer une sensibilisation à l'incurie dans l'habitation. Je commencerai par vous proposer une définition de l'incurie et de toutes ses causes et ses conséquences. Je traiterai de même les notions qui y sont connexes. Afin d'étayer toutes ces théories, une vidéo de présentation de cas vous sera proposée. Nous ferons un focus sur les acteurs mobilisables sur les prises en charge des phénomènes d'incurie. Nous verrons ensemble la nécessité de repositionner nos postures, notre éthique professionnelle et l'importance de réussir à déplacer nos curseurs de tolérance. Ceci sera réalisable grâce à un accompagnement basé sur le concept de l'aller vers. Je terminerai la présentation par des pistes de travail qui ont été mises en place dans d'autres départements. L'incurie dans l'habitat est une problématique complexe, polymorphe et plurifactorielle qui implique une mise en danger de la personne et ou de l'environnement. On y retrouve différentes notions et différents questionnements, que ce soit sur les causes, les conséquences et les possibilités d'accompagnement. L'ampleur de cette problématique, qui a un impact sur la santé publique et qui ne se détecte malheureusement qu'au stade le plus avancé et le plus critique, a engagé les différentes institutions étatiques et associatives à réaliser différentes actions. Nous pouvons donc faire le constat que la prise en charge est d'un niveau national. En 2013, la DIAL a ainsi créé un guide méthodologique pour agir face aux situations d'incurie dans le logement. L'ARS de Lyon et de la Vendée, dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne, ont créé un dispositif et un guide d'appui à la réappropriation des logements des ménages en situation d'incurie. Cette prise en compte se retrouve aussi sur le plan de la santé mentale, et différents guides, thèses, journées d'études ont été mis en œuvre. Qu'est-ce que l'incurie ? L'incurie est étymologiquement l'absence de souci de soi et ou d'autrui. Signe majeur de perturbation de la santé mentale retrouvée dans des pathologies psychiatriques bien identifiées, mais aussi dans des états de souffrance psychique et sociale sans diagnostic psychiatrique. L'incurie prend plusieurs formes. Elle peut concerner l'hygiène d'une personne, son apparence vestimentaire, les soins médicaux nécessaires à la santé, l'administration de ses biens et de ses papiers. L'une des formes les plus fréquentes et les plus difficiles à traiter concerne l'habitat, la façon dont le sujet habite son espace de vie. L'incurie dans l'habitat se caractérise par une manière d'habiter qui rend certaines pièces inutilisables et qui perdent leur fonction, soit à cause d'un encombrement excessif, soit par une dégradation extrême de l'état de la pièce. L'incurie est considérée comme un symptôme transversal. Le guide de la DIAL nous explique, je cite, qu'elle n'est pas le signe spécifique d'une pathologie, mais l'un des signes d'un tableau clinique plus large. Ce symptôme est à la frontière entre une pathologie psychiatrique et le choix de mode de vie marginal. Ce qui rejoint le constat du docteur Jean-Claude Montfort, psychiatre, gériatre et neurologue à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Pour lui, l'incurie, c'est une relation à soi, aux objets et aux autres. C'est un mode de vie. Et puis ce mode de vie, on l'a ou on ne l'a pas. Mais ça n'est absolument pas une maladie. Mais elle peut être accompagnée de pathologies, donc d'un facteur à risque. L'incurie serait donc un état, une situation, un phénomène, un symptôme. Nous pouvons faire le constat que l'incurie est souvent amalgamée au syndrome de Diogène et de Noé. Qu'en est-il réellement ? Le docteur Jean-Claude Montfort nous conseille de commencer par la définition de syndrome. Un syndrome, c'est l'assemblage de plusieurs symptômes. Donc, le syndrome, c'est une description de différents symptômes. Et pour décrire le syndrome de Diogène, il retient 3 axes. Le premier axe est la relation que la personne entretient avec les objets, ou plus largement à l'environnement. Il y en a soit beaucoup trop, soit pas du tout. Nous retrouvons cet effet sur l'accumulation d'animaux. Bien sûr, les animaux ne sont pas des objets. Cette accumulation d'animaux se nomme le syndrome de Noé, que nous traiterons après. Le deuxième axe est celui de la relation au corps. Le corps est un objet de soin, où le corps est totalement négligé.
Le troisième axe est la relation aux autres. Soit elle est très investie avec une philanthropie, soit au contraire, il y a une réclusion à domicile. Il est de même toujours constaté chez les personnes souffrant du syndrome de Diogène une absence de demande et un refus d'aide et de soins. Le syndrome de Diogène est principalement décrit chez les personnes âgées. Cependant, de nouvelles études, plus récentes, montrent un nombre conséquent de sujets de moins de 65 ans, répondant aux critères du syndrome de Diogène. Mériglode, dans sa thèse, met en avant que les considérations actuelles amènent à penser que le syndrome touche préférentiellement les sujets âgés et que les formes repérées chez les sujets jeunes constituent des tableaux atypiques. Ainsi, tous les sujets de moins de 65 ans repérés dans leur étude sont porteuses d'un diagnostic de schizophrénie. Le syndrome de Diogène est la résultante de différents facteurs. Dans ces facteurs, on y retrouve les troubles psychiques, un âge avancé avec la plupart du temps de la dégénérescence, des traits de personnalité forts et particuliers, de l'incurie, mais surtout l'isolement social. Le facteur à retenir que nous retrouverons dans toutes ces situations est la notion de deuil, que nous traiterons plus tard. Le syndrome de Noé, que nous retrouvons souvent dans les états d'incurie, est souvent additif au syndrome de Diogène. Il est d'ailleurs considéré comme le petit frère du syndrome de Diogène. C'est un trouble qui se définit par une accumulation excessive, compulsive et pathologique d'animaux de compagnie. Donc, bien plus d'animaux qui ne peuvent être accueillis dans un même lieu et dans un même temps, souvent des chiens et des chats. La personne qui souffre de ce problème ressent le besoin irrépressible de sauver des animaux. Toujours plus d'animaux, sans avoir les moyens de les assumer, ni forcément de leur procurer les soins nécessaires. Elle croit réellement sauver les bêtes qu'elle recueille, et pense avoir un don particulier pour comprendre les animaux recueillis. Très attachés à ces animaux, ils ne peuvent pas s'en séparer et ne se rendent pas compte qu'ils s'en occupent mal, et que la vie des bêtes est même parfois en danger. Inconscient de la souffrance qu'ils provoquent, la personne vit dans le déni. Cette accumulation d'animaux crée bien souvent un phénomène d'incurie dans l'habitat. L'incurie fait partie des symptômes de ces deux syndromes, et ils se retrouvent dans leur tableau clinique. Revenons à nos moutons, l'incurie dans l'habitat. Alors, nous avons vu que l'incurie est un état et est la somme de différents éléments. Nicolas Mériglode, dans sa thèse « L'incurie dans l'habitat », explique qu'elle désigne essentiellement le fait pour une personne donnée d'apporter trop peu de soins à ce qui la concerne. Elle est à rapprocher d'un certain abandon de soi, du soin porté à soi, de son environnement, et en particulier son habitat. Elle peut constituer un signe non spécifique dans plusieurs tableaux pathologiques tels que la démence, le syndrome dépressif, la schizophrénie. Pour mieux comprendre l'incurie, jetons un œil sur son tableau clinique. Tableau clinique ? Je vois dès à présent certains d'entre vous réagir et se rappeler que l'incurie n'est pas une maladie. Il faut ainsi prendre l'aspect de la notion de tableau clinique non pas du côté médical, mais s'arrêter sur la notion de clinique. La clinique représente un diagnostic dans la généralité sur tous les aspects de la personne. De plus, s'appuyer sur l'étude d'un tableau clinique d'un phénomène nous permet de le diagnostiquer et de préétablir un plan d'action. Pourquoi ? Je m'explique. Un tableau clinique, selon Wikipédia, c'est la liste la plus précise possible des caractéristiques, symptômes et des signes d'état pathologique cliniquement observables. L'appréciation de ces signes se fait à l'échelle holistique de l'individu et à l'échelle d'organes, de systèmes ou des fonctions biologiques. Cette liste, qui forme le tableau clinique, est une des bases de la procédure de diagnostic. Elle concerne généralement l'individu, mais peut inclure des éléments concernant un groupe ou une population. L'observation clinique doit donc notamment être associée à l'analyse des symptômes décrits par le patient, une étude rétrospective des antécédents familiaux, la prise en compte d'éventuels antécédents médicaux ou liés aux traits de vie. Voyons donc le tableau clinique de l'incurie dont la liste est non exhaustive,
qui est représenté sur 3 axes. Rapport à soi, relation aux autres, rapport aux objets. Concernant le rapport à soi, nous retrouvons souvent un syndrome d'auto-exclusion, abandon de soi, négligence corporelle, une accumulation de couches de vêtements en toutes circonstances, un abandon des soins, des risques infectieux, des maladies somatiques, des troubles du sommeil, des troubles liés aux addictions, des troubles des comportements alimentaires, un état dépressif, des traits caractériels, personnalité opposante, obsessionnelle, conduite d'évitement et une incapacité à faire. Concernant la relation aux autres, nous retrouvons un repli sur soi ou une grande sociabilité, de l'isolement, un déni de la réalité, mécanismes de défense très rigides, des comportements très régressifs, une rupture de lien avec les administrations, une boîte aux lettres qui déborde, un refus de toute aide qui est vécu comme intrusif et de la méfiance, un sentiment d'abandon, une absence de honte ou de culpabilité, des répétitions d'une problématique familiale, de la vulnérabilité psychosociale. Concernant le rapport aux objets, à l'environnement, nous retrouvons de l'absence de mobilier, de la dégradation du logement, de la négligence, de la saleté du domicile, des fenêtres ou des volets tout le temps fermés ou tout le temps ouverts, des achats compulsifs, des nuisances de proximité, des animaux multiples, du danger par la mauvaise appropriation du logement et une accumulation d'objets ou d'entassements nommés silogomanie. Je vous propose un petit focus sur la silogomanie. Bien souvent, la silogomanie est confondue avec le syndrome de Diogène. En réalité, ce sont là 2 troubles comportementaux différents. Les personnes souffrant de silogomanie sont surtout dans l'incapacité à se séparer des objets. Les jeter leur est impossible. Leur collectionnisme s'approche plus à des tocs. Voici les critères de diagnostic. Difficulté persistante à jeter ou à se séparer de certains objets, indépendamment de la valeur réelle. Ces difficultés sont dues à un besoin ressenti de conserver les objets et à la souffrance associée au fait de le jeter. La difficulté à jeter aboutit à une accumulation d'objets qui envahissent et encombrent la maison, compromettant de manière importante sa fonction première. L'accumulation entraîne une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants, y compris le maintien d'un environnement sans danger pour soi-même et pour les autres. L'accumulation n'est pas due à une maladie physique comme une lésion cérébrale ou un autre trouble mental, une psychose. Les personnes touchées par la silogomanie sont souvent décrites comme perfectionnistes, ayant un lien sentimental fort avec les objets et des difficultés à prendre des décisions dans leur vie. Ils ont souvent du mal à faire la différence entre leurs sentiments et leurs raisonnements, et entre ce qui est important et ce qui l'est moins. Les conséquences et la prise en charge de la silogomanie. Les conséquences de la silogomanie sont multiples. Isolement social, difficulté à assurer l'hygiène et l'entretien général de leur logement en raison de son encombrement. La qualité de vie des personnes souffrant de silogomanie est considérablement affectée et 3/4 des patients présentent également un trouble dépressif caractérisé. La prise en charge de ce trouble est longue et fait à la fois appel à des traitements médicamenteux et des techniques cognitives et comportementales. Une hospitalisation s'avère souvent nécessaire. Deuxième focus important, le syndrome d'auto-exclusion. Jean Furtos, psychiatre dans une équipe mobile précarité à Lyon, explique l'incurie dans l'habitat comme l'expression d'un syndrome plus global, le syndrome d'auto-exclusion. Selon lui, l'essentiel à comprendre, c'est qu'il s'agit de ne plus souffrir, donc de s'anesthésier, de se couper de soi, et tout le reste en découle, y compris ne plus penser. Pour Nicolas Mériglode,
Le sujet peut s'exclure soi-même pour éviter d'être exclu. La fuite peut aussi aller jusqu'à la fuite de soi, la fragmentation du moi, le morcellement pour faire disparaître la souffrance du lien aliénant. Jean Furtos liste les différents signes du syndrome d'auto-exclusion. Inhibition de la pensée et des émotions. Les gens peuvent paraître bêtes, frustres, mais ils ne le sont pas. Ils paraissent ne plus avoir d'émotions, mais ils en ont. Anesthésie partielle du corps, cliniquement vérifiable, sans aide de l'hystérie ou un syndrome neurologique ou carentiel. Des troubles du comportement parfois violents, déclenchés souvent par des rapprochements avec autrui. Rupture active avec la famille et les proches, mais aussi avec les aidants. Diminution de la honte humanisante. Diminution de la capacité de demande, voire même l'abolition de cette capacité. Comme le dit Jean Furtos, ce sont des personnes qui ne peuvent plus demander ni aide ni soins. Au contraire, elles les recusent quand on le leur propose. Il faut donc trouver des stratégies non violentes pour négocier tout de même quelque chose. Nous pouvons aussi être confrontés à la mort prématurée. C'est une complication terminale du syndrome d'auto-exclusion, par incurie, par anesthésie et par refus d'accès à l'aide et aux soins. Nous avons ici listé un tableau clinique vaste et varié, mais je tiens à repréciser qu'il est non exhaustif. Donc, pour établir le diagnostic d'une personne en situation, en état d'incurie, en mode de vie incurique, il sera nécessaire qu'elle additionne les différents items, notions de ce tableau, mais surtout qu'il y ait un risque de danger pour la personne ou l'environnement. Voici la présentation d'un extrait d'une grille de repérage. Elle concerne la partie évaluation des risques et s'inspire de la grille créée par le docteur Montfort. Je vous propose de faire une petite pause et de la lire tranquillement. Le fait important à retenir dans les situations d'incurie est qu'elles découlent d'une souffrance. Celle-ci peut être de l'ordre psychique et ou social. Le facteur déclenchant récurrent est la notion de perte ou de deuil. La perte d'une personne proche, d'une personne de référence, telle un conjoint, un parent, de l'identité professionnelle, passage à la retraite, d'un statut et voire de capacité physique. La personne glisse ainsi dans une réclusion sociale. Les suivis mis en place doivent prendre en compte cette souffrance et imposent des accompagnements bienveillants et empathiques. Je vous propose le visionnage de la vidéo créée par l'Observatoire et ressources santé mentale et société, l'ORSPER Samdara. Depuis quelques années, on assiste à une augmentation du nombre de signalements liés à des situations d'incurie ou d'accumulation dans le domicile. Elle se caractérise par la dégradation et ou l'encombrement extrême d'un logement, du fait même du mode d'occupation de l'habitant. Ces problématiques complexes, liant santé mentale individuelle et santé publique, sont parfois difficiles à appréhender. Voici 2 situations fictives permettant d'illustrer les difficultés et les enjeux de la prise en charge de ces situations. Jean-Claude, 52 ans, a toujours vécu avec ses parents, décédés il y a maintenant 3 ans. Depuis qu'il est seul, il a tendance à ne plus rien jeter et à ne plus entretenir son logement. Depuis le décès de ses parents, Jean-Claude se replie sur lui. Il présente des signes de dépression qui l'ont amené à être en arrêt maladie depuis plusieurs mois. Son logement est devenu très encombré, les déchets s'accumulent et des odeurs gênantes persistent. Des cafards commencent à envahir le logement et à circuler dans les parties communes de l'immeuble. Les odeurs se diffusent et finissent par atteindre les logements voisins. Face à la persistance de la situation, les voisins prennent à partie Jean-Claude et se plaignent auprès du bailleur. Suite aux plaintes des voisins, le bailleur fait intervenir une entreprise de désinsectisation pour éradiquer les cafards. Mais Jean-Claude ne laisse pas l'entreprise intervenir dans son logement. Les insectes persistent
et quelques semaines après, l'immeuble est de nouveau infesté. Les voisins, excédés, font une pétition au bailleur. Ils demandent de trouver une solution rapide et réclament l'expulsion de Jean-Claude. Devant l'ampleur de l'infestation, le bailleur fait appel à la mairie, qui peut intervenir dans le cadre des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité publique. Des agents de la mairie se rendent sur place et constatent la présence de cafards dans l'immeuble et procèdent à une visite au domicile de Jean-Claude pour évaluer l'état sanitaire de son logement. Ils découvrent un encombrement extrême du lieu. Préoccupés par la situation de Jean-Claude, ils signalent ce cas aux services sociaux de la mairie. Face à la situation, Jean-Claude est contraint de procéder au débarrassage de son logement sous quinzaine. En accord avec Jean-Claude, le service de santé publique de la mairie mandate une entreprise de nettoyage pour procéder au désencombrement et au nettoyage du logement. Très inquiet, le service de santé publique et le service social de la mairie alertent le CMP. Jean-Claude, n'étant pas connu de la psychiatrie et n'étant pas en demande de soins, le CMP ne donne pas suite. Quelques mois après, il recommence à accumuler, les odeurs et les cafards reviennent. Les voisins recommencent à se plaindre et restent sans réponse. Jean-Claude, endetté auprès de la collectivité qui a avancé les frais de débarrassage, ne paye plus ses loyers. Le bailleur engage finalement une procédure d'expulsion. Madame F, 73 ans, vit seule dans la maison qu'elle a héritée de ses parents avec ses chats. Obsédée à l'idée de rater une bonne affaire, Madame F passe ses journées dans les magasins et achète de manière compulsive des objets en promotion dont elle ne se sert pas. Son logement est envahi, surtout depuis que sa fille a arrêté d'essayer de lui faire jeter ses objets. Ses chats se sont multipliés et ont pris possession de l'espace. Un jour, en partant faire ses courses, Madame F oublie une casserole sur le feu. Alertés par la fumée, les voisins appellent les pompiers qui découvrent la situation. Les services de la mairie et la SPA sont alertés. Ils se déplacent et constatent l'encombrement dans le logement et des problèmes d'hygiène occasionnés par le manque d'entretien des animaux. La SPA décide de retirer une partie des animaux en mauvaise santé à Madame F. Très affectée, Madame F s'oppose et tient des propos suicidaires. SOS Médecins intervient et Madame F est hospitalisée en psychiatrie. En consultation avec les services sociaux du service de psychiatrie et avec l'accord de Madame F, les services de la mairie procèdent à un désencombrement d'une partie du logement. Au bout de quelques jours d'observation, Madame F est autorisée à retourner dans son logement. L'assistante sociale du service l'accompagne. En découvrant ce changement, Madame F est très choquée et fait de nouveau une crise. Elle est hospitalisée une nouvelle fois. Les psychiatres ne parviennent toujours pas à objectiver un trouble psychiatrique. Un projet de placement en EHPAD est instruit, mais les établissements accueillent difficilement les personnes sortant de psychiatrie. Madame F reste hospitalisée en attendant de trouver une solution. Ces tableaux différents se caractérisent par deux problématiques. L'incurie, qui traduit une absence d'entretien du logement, l'accumulation compulsive, caractérisée par un lien particulier dédié aux objets. Ces situations convoquent des logiques d'intervention différentes. Elles illustrent la difficulté pour les acteurs, intervenant dans des champs professionnels différents, à trouver un point de convergence. Comment réaliser la prise en charge des situations d'incurie dans l'habitat ? Face à cette problématique que nous avons vue complexe, polymorphe et plurifactorielle, il sera nécessaire de chercher des solutions visant à une amélioration durable des conditions de vie du ménage, en résolvant les problématiques des nuisances, des risques qui en découlent, tout en pensant à mettre en place des accompagnements sur la prévention de récidives. Toutes ces actions nécessiteront la coordination d'acteurs d'horizons très divers, santé, social, logement, justice, et la mise en œuvre concertée d'actions ou de procédures pouvant être engagées par chacun de ces acteurs en complémentarité. Petit rappel, les retours sur les phénomènes d'incurie dans l'habitat sont qu'elles sont remarquées ou signalées uniquement quand celles-ci sont déjà à un stade avancé et critique, qu'il est difficile d'entrer en relation avec les personnes concernées, que les actions à mettre en place sont certes urgentes, mais nécessitent de respecter la temporalité de la personne et ne doivent pas être coercitives, sauf
lors d'un constat de danger imminent. Les questions à se poser pour effectuer la bonne prise en charge seraient donc: qui peut alerter, signaler? Qui peut diagnostiquer et agir? Qui peut pérenniser? Toutes ces actions devront se réaliser dans une approche globale de la personne, dite biopsychosociale, qui prendra en charge les aspects de sa santé liés au social, à ses droits et à son habitat, ceci de manière non coercitive. Les signalements de ces situations pourront se faire et se fait souvent par le biais des concierges, du médecin traitant, de l'environnement proche, de la conseillère sociale du bailleur, du facteur, d'une assistante sociale du secteur, d'éducateurs de rue, des services d'urgence, d'intervenants techniques dans le logement. Ces personnes peuvent ainsi, selon le cas, devenir la personne médiatrice qui introduira l'équipe au domicile de la personne. Sinon, il faudra en identifier une dans ce même listing. Comme l'indique le guide du dispositif expérimental prise en charge des situations d'incurie dans l'habitat, avant toute intervention, il sera nécessaire de vérifier en amont la situation de la personne signalée. Ceci afin d'écarter les situations relevant d'un simple problème de négligence dans l'entretien du domicile, n'engendrant pas de mise en danger pour la santé de la personne ni de son entourage, mais aussi afin d'écarter les plaintes abusives du voisinage. Il est donc indispensable de recueillir les informations nécessaires à la première prise de contact et à l'élaboration d'un diagnostic partagé. Les informations à récolter essentielles à une bonne compréhension de la situation et à faciliter la prise de contact sont la nature des problèmes sanitaires posés par le mode d'habiter, la typologie du trouble de l'habité et éventuellement troubles associés et les facteurs facilitants ou aggravants, les coordonnées des intervenants et proches ayant connaissance de la situation ou pouvant avoir un rôle dans le traitement. Pour rappel, les caractéristiques bloquant l'accompagnement de l'incurie sont l'absence de demande et la réclusion sociale. L'intervention devra donc s'appuyer sur une démarche active nécessitant d'aller à la rencontre des personnes. Il faudra ainsi réussir à réaliser des visites à domicile pour évaluer la situation, prendre contact, consolider le lien de confiance et construire l'intervention. Car la relation créée sera le socle qui favorisera l'engagement de la personne et permettra ainsi d'établir une démarche d'accompagnement personnalisée. Les visites à domicile sont souvent vécues comme une intrusion. Bien souvent, la porte restera close sur plusieurs tentatives d'entrer en contact. L'accroche de la personne pourra alors être réalisée en dehors du logement. D'où l'intérêt de l'étude de la situation en amont pour connaître ses habitudes et repérer les besoins latéraux sur lesquels les professionnels pourront s'appuyer pour impulser un accompagnement. Il sera ainsi nécessaire de s'appuyer sur la démarche, le concept de l'aller vers. La démarche d'aller vers comporte deux composantes. Le déplacement physique hors les murs vers les lieux fréquentés par la personne, la rue, la gare, le pied de l'immeuble, le parc public, le squat, l'ouverture vers autrui, vers la personne dans sa globalité, sans jugement, avec respect. L'objectif de la démarche dans le cadre de l'accompagnement est d'établir une relation de confiance, de construire un lien solide et durable de manière à faire émerger une demande et une réponse à celle-ci, en allant vers les personnes là où elles sont. Il ne s'agit pas de construire des réponses spécifiques en dehors du droit commun, mais au contraire de les ramener vers celui-ci. La démarche d'aller vers repose sur plusieurs principes et peut induire un renversement des postures et pratiques professionnelles. Elle implique de se rendre disponible dans une posture d'écoute, de respect et d'accepter de rentrer dans l'univers de la personne accompagnée en mettant de côté tout jugement afin de faire émerger une demande et accepter si cela prend du temps. Partir des besoins de la personne et faire avec elle. L'aider à la réalisation de ses choix dans le respect de ses souhaits et de ses refus. Par exemple, ne pas imposer à la personne de se faire soigner, mais l'amener à lui faire prendre conscience de l'importance de sa santé, afin de l'aider à retrouver sa capacité à faire des choix par elle-même, de retrouver le pouvoir d'agir.
Être dans une optique de valorisation et non de stigmatisation. Considérer la personne à travers ses ressources propres, ses compétences personnelles, son réseau relationnel et non à travers ses difficultés. Reconnaître que la personne accompagnée est un citoyen à part entière dont il convient de respecter la dignité. D'identifier les partenaires avec lesquels l'Aller Vert peut se co-construire et travailler des postures communes en amont de la rencontre de la personne. En conclusion, Aller Vert, c'est trouver avec l'usager cette position partagée de juste proximité qui permet d'être ensemble et différents. C'est ce mouvement d'Aller Vert qui permet un faire ensemble. Faire ensemble, c'est négocier avec l'usager des modalités opérationnelles contractualisées qui articulent des niveaux et des domaines de compétences différentes et complémentaires. Ce qui permettra de lui redonner une place centrale dans l'accompagnement social mis en place. L'Aller Vert est le meilleur positionnement à adopter pour la prise en charge de l'incurie dans l'habitat. Pourquoi ? Chaque situation ne sera jamais la même car la personne oscillera entre les différents signes, symptômes, facteurs. Elles auront des traits de vie différents. Elles vivront et exprimeront leurs souffrances différemment. La posture de l'Aller Vert permet ainsi le temps d'analyse et de compréhension de chaque situation. Nous serons tentés ou mandés de traiter l'urgence dans ces situations. L'urgence estimée par nous, nos institutions, par la société, la santé publique, hospitaliser, nettoyer, débarrasser, ouverture des portes par les forces de l'ordre. Mais nous serons obligés de déplacer nos curseurs de tolérance, nos postures et positionnements professionnels face à l'expression d'une souffrance qui passe par les objets, le corps, le verbal et le non-verbal. Les objets entassés ont une fonction bien précise, sentiment de sécurité. Les multiples couches de vêtements, un rempart au monde extérieur. Les addictions, une fonction thérapeutique. Il sera nécessaire de se préparer à tout, images, odeurs, afin de rester disponible et bienveillant, se préserver psychologiquement. Il faudra manifester son respect pour la personne en évitant de paraître intrusif et tenter une mise en confiance. Il sera essentiel de prendre conscience que la prise en charge de ce type de situation demande du temps, nécessite de négocier ou renégocier certains points avec la personne. Il faudra se fixer des objectifs modestes avec des échéances dans le respect du rythme de la personne. Ne pas s'attendre à un retour à un mode de vie conforme aux normes sociales courantes, mais se placer dans une perspective durable de réduction des risques et de prévention. Donc, nous avons un tableau clinique de l'incurie, vaste. Par quoi allons commencer l'accompagnement et qui fait quoi ? L'accompagnement, qui se veut global et en multiréférence professionnelle, implique une coordination partenariale efficiente, qui sera la résultante d'une évaluation et d'un diagnostic partagé. Le listing des partenaires qui va suivre est bien sûr non exhaustif. Au niveau des accompagnements socio-éducatifs et administratifs, nous pourrons retrouver l'environnement proche de la personne, les éducateurs de rue intervenant sur le groupe d'habitation, les plateformes d'appui territorial, le maire, les structures et associations proposant du lien social, des associations de tutelle, les services d'hygiène communale, les CCAS, les services sociaux de la CAF, de l'hôpital, du bailleur social. Concernant le plan de la santé, il y aura les permanences d'accès aux soins de santé, les hôpitaux de jour, les infirmiers à domicile, les services d'addictologie, le médecin traitant, les établissements psychiatriques, les CMP, les équipes mobiles psychiatrie précarité, les équipes de gérontopsychiatrie. Pour les accompagnements visant l'habitat, on peut se rapprocher des services habitat, des services techniques bailleurs, des associations caritatives type Emmaüs Croix-Rouge, des entreprises de nettoyage, des CCAS, des associations proposant les aides à domicile, les services d'aide financière pour les interventions sociales et techniques, la SPA ou les associations de protection animale, les SAVS et les SAMSA.
La pérennisation des situations découlera de tous ces accompagnements globaux basés sur une coordination partenariale adaptée à chaque personne. Les acteurs qui resteront sur le maintien seront identifiés selon l'évolution de la situation. Il sera à définir si les équipes seront différentes ou les mêmes, avec bien sûr ce questionnement sur le lien relationnel qui a été mis en place. En résumé, les situations, phénomènes, modes de vie incuriques est un symptôme d'un tableau clinique large. Elle émane de pathologies différentes, syndrome de Diogène, de Noé, troubles psychiques, addictifs et de traits de vie. Il sera nécessaire d'effectuer une prise en charge globale, bio-psychosociale, en s'appuyant sur une coordination partenariale d'acteurs, de professionnels venant de tous les champs. Il sera essentiel d'effectuer une évaluation, un diagnostic, un plan d'accompagnement. Les données importantes à retenir sont l'importance de se baser sur la temporalité de la personne et d'agir de manière non coercitive, sauf en cas de danger imminent, car nous sommes face à des personnes en souffrance sur le plan psychosocial et psychique. Voici donc quelques pistes de travail, outils, protocoles qui ont été mis en place dans d'autres départements. Nous retrouvons là un schéma d'intervention tiré du dispositif expérimental de la prise en charge des situations d'incurie dans l'habitat de l'ARS du Rhône-Alpes. Je vous propose de faire une petite pause et de prendre le temps de l'étudier. Prenons le temps d'étudier le schéma partenarial. Nous retrouvons ici un exemple de grille de signalement. Et voici un exemple de diagnostic partagé en cas de situation d'incurie. Et pour finir, voici l'exemple de plan d'action partenarial en cas de situation d'incurie. Suite à cette vidéo de sensibilisation sur l'incurie dans l'habitat, de ses causes et de ses conséquences, à vous, à nous de jouer. Ensemble, maintenant, réfléchissons à la création d'outils, de protocoles pour traiter au mieux la problématique de l'incurie. Trouvons la meilleure façon de se coordonner. Quels seront les acteurs, les partenaires les plus adaptés? Vous pourrez retrouver toutes les bibliographies, les vidéos, les sources, la veille sociale qui ont été utilisées pour cette vidéo sur notre Google Drive présenté sur ce panneau. Pour y accéder, vous retrouverez en description de cette vidéo le lien web pour pouvoir vous connecter.